sommaire de cette édition, la mission internationale Le Temple de la Grâce a célébré du 8 au 13 août 2017 son 4e anniversaire d'existence. Buisson ardent, fin de convention. En Afrique, Gabon, emprunt obligataire réussi. Et à l'international, Calais toujours sous tension migratoire. Bienvenue à tous et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez la chaîne panafricaine. Nous débutons ce journal avec l'actualité religieuse locale. La mission internationale Le Temple de la Grâce MITG du prophète Oli David a célébré du 8 au 13 août 2017 son 4e anniversaire d'existence. Cette célébration a été marquée par la dédicace et la consécration du nouveau siège de la MITG. En fanfare et dans des tenues uniformes, les chrétiens de la mission internationale Le Temple de la Grâce MITG et leur leader, le prophète Oli David, ont célébré Dieu le dimanche 13 août 2017 à l'occasion d'un culte spécial de commémoration des 4 années d'existence de l'Église. Pour ces moments spéciaux de reconnaissance à Dieu, le peuple de la grâce s'est réjoui avec de nombreux artistes, chanteurs invités. La célébration des 4 ans de la MITG a commencé une semaine plus tôt avec un séminaire de guérison qui a enregistré de nombreux miracles. Signe que l'Éternel Dieu a toujours soutenu son serviteur et son Église en leur permettant de franchir des étapes parmi lesquelles l'on compte la construction d'un nouveau temple et nouveau siège de l'Église. Ce temple de 600 places, véritable joyau pour la célébration de l'Éternel, a été dédicacé et consacré à Dieu. Tu retires le pauvre de la poussière pour le faire asseoir à la table des rois, à la table des grands. Merci, papa, parce que tu demeures dans ta parole et ta parole est la vérité. Que l'honneur, que la louange, que la gloire te revienne au nom du Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci, papa. Pour le prophète Oli David, les progrès accomplis par la MITG résultent de la grâce de Dieu et tout l'honneur lui revient donc. Je veux dire merci à ce Dieu-là qui a permis aux moyens financiers, qui a permis aux moyens spirituels, aux moyens physiques, aux moyens matériels, afin que ce temple-là soit bâti à une hauteur de plus de 50 millions de francs CFA. Je veux vraiment dire merci à ce Dieu-là et que l'honneur et la gloire reviennent à ce Dieu. Cette célébration des 4 ans de la MITG et la dédicace du nouveau siège de la mission a été placée sous le thème du temps de la grâce. Au-delà des limites, tel était le thème retenu par l'Église évangélique, la race des vainqueurs de l'apôtre Yeo Prosper pour sa première convention annuelle. Une cérémonie marquée également par la pose de la première pierre du futur temple de l'Église. Ce sont des moments inoubliables qu'a vécu le peuple de l'Église évangélique La Race des Vainqueurs le 19 août 2017 à l'ouverture de la toute première convention de l'histoire de l'ERAV. Preuve de la particularité de cet événement, d'éminents hommes de Dieu venus d'Afrique et des États-Unis ont rehaussé de leur présence cette fête placée sous le parrainage spirituel du patriarche Yao Bio. À moment spécial, célébration spéciale, les chrétiens de la race des vainqueurs ont rivalisé dans des chorégraphies improvisées. Cette convention marque une étape importante pour l'Église La Race des Vainqueurs, celle de la construction des temples. Et le premier de ces édifices à venir est le temple Jérusalem de Yopougon-Koweït, dont la première pierre a été posée par le patriarche Yao Bio. D'un coût prévisionnel de 127 millions de francs CFA, le futur temple ERAV est un bâtiment de 1000 places, avec des bureaux, une bibliothèque et une salle informatique. Il est ainsi la matérialisation du thème de la Convention 2017 intitulé « Au-delà des limites ». Ce que nous voulons dire au-delà des limites, c'est pour dire que Dieu a voulu que nous soyons sans limites, parce que Dieu même en lui, en nous. Donc quand tu acceptes Christ, Christ vit en toi. Si Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, naturellement,
Tu dois dépasser les limites que ta famille t'a données, les limites que peut-être ta région ou même la couleur de ta peau t'a donné. Au-delà de l'église La Race des Vainqueurs, ce futur temple Jérusalem réjouit également l'ensemble du corps du Christ. Ce matin, nous sommes venus avec à la tête le patriarche, l'apôtre Yaopio, pour poser la première pierre de cet édifice qui sortira des terres. Et tel que nous avons vu, et tel que nous considérons la grandeur de Dieu, nous voyons cet édifice déjà à l'image de la grandeur de Dieu. C'est le signe de l'accomplissement des promesses de Dieu sur la vie de son serviteur, le prophète Yo Prospère. Et donc, je suis vraiment dans la joie d'être ici, de voir vraiment l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans la main de son serviteur. Cette première journée de convention ERAV a également connu des temps prophétiques avec le bishop Adade Albert et des moments d'adoration avec bishop Quadio Gaston venu des États-Unis. Le samedi 19 août 2017 a eu lieu la cérémonie des prophètes Apoutin Djoro Mathurin et Ago Michel par le bishop Dr Dadier Blaise dans la commune de Yopougon à l'église Mission mondiale du Christ, œuvre et action. Ils étaient tous présents, amis, parents et connaissances, venus soutenir les deux serviteurs de Dieu à l'honneur ce jour. En effet, ce samedi 19 août 2017 marquait la consécration des prophètes Apoutin Djoro Mathurin et Ago Michel par le bishop Dr Dadier Blaise, pasteur fondateur de la Mission mondiale du Christ, œuvre et action de Yopougon à Abidjan. C'est par une procession apostolique riche en couleurs qu'a démarré cette belle cérémonie de consécration, rehaussée par la présence des différents parrains, hommes de Dieu présents. Après un moment de louange et de célébration intense, où le peuple de Dieu a esquissé des pas de danse à la gloire du Tout-Puissant, place à la prédication du jour avec le bishop Dr Dadier Blaise. Ne laisse pas le temps de Dieu vivre. Les gens viennent souvent à l'église que dimanche. Non. Un serviteur doit toujours avoir un temps de voir son lieu de service. Même si tu es en mi-temps, il faut que tu passes tous les jours dans ton temps. À la télévision, souvent, et puis ils sont en train de développer une tête ou bien un thème. Les gens dansent, en fait. L'onction n'est pas mauvais. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu dis, c'est que tu es en train de fatiguer à la télévision. Viens me demander, je te dis comment l'onction se marche. Frère, Jésus a pris le rouleau. On est allé à la synagogue où il avait pris le rouleau. J'ai pris le rouleau, moi aussi. On m'a filmé. Il a pris le rouleau. Il a dit cette parole aujourd'hui qui a été dit de moi, c'est la condition. Il a fermé. Il ne peut pas commencer le ministère jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur sur moi, quand il m'a apporté, maintenant il va rentrer dans le ministère. Vous dites quoi? Vous l'entendez quoi? Dans la parole sans l'onction de Jésus. Enfin, le moment tant attendu, la consécration des prophètes Ago Michel et Apoutin Djoro Mathurin, suivi de l'habillement sacerdotal. Devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devant le Saint-Esprit, devant les serviteurs de Dieu, devant le monde entier, comme prophète. Baptisé! Les gens par le Saint-Esprit et le baptême d'eau par immersion. Bonsoir! Devant Dieu le Père, devant Jésus-Christ le Fils, devant le Saint-Esprit, devant les serviteurs, devant les servants, devant le peuple, comme prophète. Comme prophète. Comme prophète. Comme prophète. Comme prophète. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette belle cérémonie. Flamme de Feu 2017, la convention annuelle des églises Buisson Ardent qui a débuté du 14 au 20 août 2017 dernier a été un plein succès. Placé sous le thème « Manifeste ta gloire », ce programme a permis au peuple de Dieu d'être enseigné en vue d'un repositionnement.
Une ambiance d'électricité et de feu a régné ce dimanche 20 août 2017 à l'église Buisson Ardent d'Abidjan Koumassi à l'occasion du culte d'action de grâce de fin de convention 2017. Flamme de feu 2017 a en effet été un temps de repositionnement pour les chrétiens de Buisson Ardent et leur père spirituel, le bishop Adebayo Adedimeji. Après avoir été édifié pendant toute une semaine par des enseignements véhiculés par des hommes de Dieu venus de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, le peuple Buisson Ardent a traduit dans des prières de reconquête et de repositionnement le thème de cette convention intitulée « Manifeste ta gloire ». Pour manifester au quotidien la gloire de Dieu, le chrétien doit être un instrument d'évangélisation, a dit Bishop Adebayo Adedimeji dans son exhortation. Si tu veux que cette dimension se multiplie, se monte chaque jour. Il faut, même quand tu es à Djamé, dans ton magasin, ton shop, alléluia. Après, quand tu vas prendre ton franc CFA, il faut annoncer la parole. Comment quelqu'un dit amen? Alléluia. Quand tu seras parmi les ministres, après avoir fini les réunions, tu dis mon ami, je vais te parler quelque chose. Tu verras la gloire de Dieu. Comment quelqu'un dit amen? Moment de louange, d'adoration et d'enseignement, Flamme de Feu 2017 a répondu à toutes les attentes. Nous sommes cohéritiers avec Jésus. Jésus nous a donné cette gloire. Mais pour que nous pouvons marcher dans cette gloire, il a éradiqué nos péchés par son sang. Et puis même cette gloire-là, il a déposé dans les chrétiens. Alors, chaque chrétien maintenant peut manifester la gloire que Jésus-Christ a déposée à nous. Alors, c'est pourquoi manifester ta gloire. Parce que Jésus a marché dans la plénitude de sa gloire. Et puis, il nous a donné cette capacité aussi de manifester la gloire de Dieu. Venus des différentes églises locales Buisson Ardent de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, les chrétiens ont posé des actions de grâce pour remercier l'Éternel Dieu. En Afrique, plus précisément en Gambie, les services de l'immigration du Badjoul et sa banlieue ont mis fin au séjour de 69 ressortissants sénégalais qui y résidaient de façon illégale. Suite à un contrôle spontané, la décision a été prise de retourner ces personnes vers la Casamance. C'est une nouvelle qui sonne faux dans l'histoire des relations récentes entre Banjul et Dakar, après le soutien que le gouvernement sénégalais a apporté au président gambien Adama Barrow entre décembre et janvier dernier. 69 ressortissants sénégalais sans papier ont été expulsés de la Gambie vers la Casamance. Ils ont été interpellés lors d'un contrôle inopiné et immédiatement reconduits vers la frontière. L'annonce de cette expulsion intervient moins d'une semaine après une discussion entre le ministre gambien de l'Intérieur et son homologue sénégalais. La lutte contre la criminalité et le banditisme transfrontalier, le trafic de drogue et la menace terroriste étaient au centre des échanges. Face aux interrogations de l'opinion publique qui font suite à ces expulsions, des sources au sein du gouvernement gambien relayées par des médias laissent entendre que cette décision a été prise par le directeur des services de l'immigration et qu'il ne s'agit pas de la politique migratoire du président Adama Barrow. La première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, accusée d'agression en Afrique du Sud, où elle avait demandé l'immunité diplomatique, est rentrée dimanche à Harare, a rapporté le groupe audiovisuel public ZBC. Les menaces des avocats de Gabriela Angels, la mannequin sud-africaine qui l'accuse d'agression, n'auront pas empêché Grace Mugabe de regagner son pays. La première dame du Zimbabwe a regagné Harare ce dimanche matin avec son mari à bord d'un vol d'Air Zimbabwe. Grace Mugabe n'avait plus été vue en public depuis l'agression de la jeune femme le 13 août dernier dans un hôtel de Johannesburg.
Elle n'a pas non plus assisté au sommet régional de la communauté de développement d'Afrique australe ouvert samedi à Pretoria. Mais son époux Robert y a pris part aux côtés de représentants des 14 autres pays membres de la SADC. Pour l'instant, impossible de savoir si un accord a été trouvé entre les deux parties. Jusqu'à samedi, la police sud-africaine était en alerte rouge pour éviter que la mise en cause, qui a requis l'immunité diplomatique pour échapper à des poursuites, ne quitte le pays. Jeudi, l'avocat de la victime affirmait qu'une forte somme d'argent avait été offerte à sa cliente pour classer l'affaire, sans plus de détails. En cette période d'incertitude marquée par la persistance des tensions sociopolitiques issues de la dernière présidentielle et de la grave crise économique, Libreville vient de réussir son opération d'emprunt obligataire sur le marché international. Ouf de soulagement pour les autorités gabonaises en cette période d'incertitude marquée par la persistance des tensions socio-politiques issues de la dernière présidentielle et de la grave crise économique. Libreville vient de réussir son opération d'emprunt obligataire sur le marché international. Alors que le Gabon sollicitait des financements de l'ordre de 200 millions de dollars, les souscriptions des bailleurs se sont élevées à 600 millions de dollars, soit le triple de la somme souhaitée. Alors que le seuil d'endettement du pays a atteint 63% du PIB, le seuil maximal autorisé dans la sous-région étant de 70% du PIB, le pays semble avoir bénéficié de la confiance que confère l'accord récemment signé avec le FMI. Rappelons que cet emprunt a été monté par la Deutsche Bank à un taux d'intérêt en définitive fixé à 6,85%. Reste maintenant à souhaiter un réel apaisement de la vie sociopolitique pour que l'économie puisse reprendre ses droits. À l'international, suite au démantèlement de la jungle de Calais, ce bidonville rassemblait autrefois près de 6 000 migrants. Cependant, il existe toujours des tensions, mais la situation reste toujours difficile pour ceux qui ont décidé de rester près du port français dans l'espoir de rejoindre le Royaume-Uni. 9 mois après le démantèlement de la jungle de Calais, la situation reste toujours très délicate. Le bidonville rassemblait encore en octobre dernier près de 6 000 migrants. Aujourd'hui, les tentes et les abris ont disparu, mais la situation demeure difficile pour ceux qui ont décidé de rester près du port français dans l'espoir de rejoindre le Royaume-Uni. Pour Christian Salomé, président de l'association L'Auberge des Migrants, les tensions se sont même aggravées. Le démantèlement du camp, c'est une grande histoire. D'abord, dans ce camp, 60% des gens étaient des gens qui voulaient rester en France. Alors qu'actuellement, à Calais, il y a uniquement des gens qui veulent aller en Angleterre et aller le plus vite possible en Angleterre. C'est d'autant plus fort qu'ils n'ont aucun moyen de s'abriter la nuit. Leurs couvertures, leurs duvets sont jetés dans le canal que vous voyez derrière vous toutes les nuits ou tous les matins. Donc il y a vraiment une pression pour qu'ils passent le plus vite possible. Le président français Emmanuel Macron souhaite qu'il n'y ait plus de campements de rue d'ici la fin de l'année. À propos de Calais, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, estime que la ville portuaire ne devrait plus être un abcès de fixation. Mais pour les migrants, la situation est encore plus difficile, comme l'explique Khalid lors d'une interview exclusive pour Euronews. La différence est énorme avec la jungle. Là-bas, les policiers ne nous attaquaient pas tous les jours. Là-bas, il y avait des maisons, des tentes bien posées, de la nourriture, on avait tout là-bas. Il y avait des douches, des toilettes, la mosquée et même un endroit pour manger. On avait tout. Ici, il n'y a rien, pas de toilettes, ni de douche, ni un endroit pour dormir, ni même un plat pour manger. Pour les bénévoles et les associations humanitaires, cette situation a pour objectif de pousser les migrants à quitter la ville. Aux États-Unis, des millions d'Américains ont pu assister à une éclipse solaire totale, la première à être visible d'est en ouest de large. Les spectateurs ont été plongés dans l'obscurité pendant légèrement plus de 2 minutes. Regardez. Des millions d'Américains ont pu assister à une éclipse solaire totale, la première à être visible d'est en ouest des États-Unis depuis 1918. Sur une bande de 113 km de large, les spectateurs ont été plongés dans l'obscurité pendant légèrement plus de 2 minutes. 12 millions de personnes vivent dans ce couloir. Ils ont été rejoints par des millions de touristes et d'amateurs. Quand on enlève ses lunettes, on dirait que c'est la nuit, raconte ce spectateur.
Il y a juste un halo. C'est difficile à décrire et ça ne rend pas en film. Mais d'être ici, c'était super, dit-il. C'était vraiment merveilleux, j'aimerais le refaire, mais je ne reverrai plus jamais ça, donc je suis vraiment contente d'avoir pris un jour de congé. Ceux qui n'ont pas pu profiter de ce spectacle de l'alignement de la Lune et du Soleil n'auront pas à attendre un siècle. Le prochain rendez-vous avec une éclipse totale visible sur le territoire américain aura lieu le 8 avril 2024. Des nuances de vert, de bleu et surtout de jaune ont fait les tableaux parmi les plus célèbres au monde. 5 toiles de la célèbre série des 7 tournesols, peintes par Vincent van Gogh en 1888, sont réunies pour la première fois grâce à la réalité virtuelle. Des nuances de vert, de bleu et surtout de jaune en ont fait les tableaux parmi les plus célèbres au monde. 5 toiles de la célèbre série des 7 tournesols, peintes par Vincent van Gogh en 1888, sont réunies pour la première fois grâce à la réalité virtuelle. L'internaute peut embarquer depuis lundi pour une balade au milieu des fleurs. Nous sommes à une époque où de nouveaux types d'expériences sont devenus possibles pour les galeries et les musées à travers le monde. Tout change avec la technologie, en particulier avec les réseaux sociaux qui permettent à des événements comme celui-ci de se produire, ce qui n'aurait jamais été possible avant. Nous rassemblons ici 5 œuvres de Van Gogh qui n'avaient jamais pu l'être jusque-là. Les toiles réelles sont exposées à Londres, Munich, Amsterdam, New York et Tokyo. Cette première mondiale a attiré 50 000 internautes en quelques minutes lundi, le double du nombre de visiteurs quotidiens de la National Gallery. Goresh, c'est le nom de la lutte traditionnelle turkmène, une forme de lutte à la ceinture. Aujourd'hui, ce sport pratiqué un peu partout dans le monde n'est plus réservé aux hommes, des femmes s'y mettent. Au Turkménistan, cette forme de lutte à la ceinture, Goresh, est très présente dans la société. On la pratique en club et en privé. Traditionnellement, cette discipline, également appelée Koresh dans d'autres pays, a sa place dans toutes les fêtes familiales turkmènes. Le vainqueur remporte un prix, un cheval ou un chameau. Les règles, les lutteurs déstabilisent leur adversaire pour qu'il touche le sol avec une partie de son corps, à l'exception des pieds. Autrefois, il était inacceptable pour les Turkmènes de s'agenouiller aux pieds d'un rival. C'est de là que viennent les règles du Goresh. Malgré le fait que le Goresh soit souvent considéré comme un sport masculin, des femmes s'y mettent. Nasiba Surkiyeva a consacré 20 ans de sa vie au judo avant de s'orienter vers ce sport. Aujourd'hui, elle est non seulement athlète, mais elle entraîne aussi l'équipe féminine turkmène. Il y a des indices historiques qui nous disent que les femmes pratiquaient cette forme de lutte autrefois. Et depuis 2013, nos pratiquantes participent à des tournois internationaux. Le Goresh fait partie des disciplines représentées aux 5e Jeux asiatiques des sports en salle et des arts martiaux dans la capitale turkmène, Ashgabat, en septembre. Nous poursuivons avec l'actualité sportive, la suspension à titre provisoire de l'ancien sprinter Francky Frédéric de son poste de membre du conseil de la Fédération internationale d'athlétisme pour des soupçons de corruption. Le tribunal disciplinaire d'athlétisme a confirmé ce jeudi la suspension de l'ancien sprinter namibien Francky Frédéric comme membre du conseil de l'IAF. Il avait été suspendu en juillet dernier en attendant les résultats de l'enquête sur les violations de l'éthique et avait fait appel. Sa requête avait été étudiée par un panel élargi du tribunal de l'institution. Francky Frédéric fait l'objet d'une enquête de l'unité de l'intégrité dans l'athlétisme sur les paiements qu'il aurait reçus de Papa Massata Diack, le fils de l'ancien président de l'IAF, Lamine Diack, quelques jours avant les Jeux Olympiques de 2016. Frédéric a à plusieurs reprises nié les faits et assuré que ce versement a été réalisé conformément à un contrat daté du 11 mars 2007 pour services rendus entre 2007 et 2011 et que le paiement n'avait rien à voir avec les Jeux Olympiques. Peu après sa mise en cause, Frédéric avait démissionné de la présidence de la commission d'évaluation des Jeux Olympiques 2024.
L'ancien champion des 200 mètres avait également précisé qu'il ne participerait pas au vote pour la désignation de la ville hôte des JO 2024 en septembre prochain à Lima. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Dieu vous bénisse.